Donc on est ravis de vous retrouver. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de webinaire. Donc on est ravis de relancer cette thématique. Et là, enfin, comme vous savez, parmi nos missions, hein, c'est de vous informer, notamment autour de tout ce qui tourne autour de la recherche. Donc on a la chance, voilà, d'avoir une équipe recherche avec un très bon niveau scientifique et médical, dont Pierre-Marie fait partie. Donc voilà, on a décidé de lancer auprès de vous donc ces exercices d'explication. Alors, j'aime pas trop le terme vulgarisation, mais plutôt de démocratisation de notions un peu scientifiques. Euh, voilà, pour qu'elles puissent être accessibles au plus grand nombre. Donc, c'est la première fois qu'on fait ce type d'exercice. Donc, on espère que ça va vous plaire. Et donc, c'est Pierre-Marie Roger qui va vous expliquer tout ça sur les modes d'action. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et voilà, je vais laisser la parole à Pierre-Marie, si ça te va. Merci Stéphane. Je partage mon écran. Voilà, il a été décidé au sein du CA de faire plus large les séances de lecture critique d'articles et qu'à Madeleine, que vous connaissez tous, euh, elle parle plutôt d'explication de texte, et ça me paraît bien mieux des articles médico-scientifiques. Et puis, comme première approche de ces lectures critiques d'articles, il a été proposé donc d'étudier les modes d'action des médicaments dans cette ataxie de Friedreich. Alors, on pourrait d'emblée commencer par cette diapositive, cette figure qui est extraite de revues sur le sujet par des auteurs de renommée internationale. Et on voit très rapidement que ça peut être compliqué. Alors, vous avez sur cette diapositive, sur le côté gauche, la partie, on va dire, cellulaire. Et il faut bien comprendre que la frataxine est une protéine qui va jouer un rôle dans la mitochondrie, qui est à droite sur cette diapositive, mais elle n'est pas synthétisée dans la mitochondrie. Donc, elle est synthétisée par la cellule et elle est importée de la mitochondrie. Hein, vous voyez, l'espèce de ballon de rugby orangé qui est en haut. Alors, c'est pas qu'un détail, c'est affaire de protéines qui est de synthèse cellulaire et introduite dans la mitochondrie, puisque si demain on imagine qu'un médicament reproduit ça, c'est un apport de la frataxine. Non seulement il faudra l'apporter dans l'organisme, il faudra l'apporter dans les cellules, mais il faudra l'apporter dans les mitochondries, qui sont des organites au sein des cellules. Donc c'est important d'avoir cette notion-là en tête. Alors, les cibles, bien entendu, elles sont imaginées tout au long euh, de la voie de signalisation, comme on dit en biologie, que donne la frataxine. Depuis sa naissance, depuis sa création à partir de l'ADN, on sait que de la maladie, c'est l'ADN qui est le bout de gène qui fait le chromosome qui est modifié, avec le premier intron, la première partie du gène, une succession de répétitions GAA qui empêche d'avoir un taux de frataxine normal. Et donc ça, c'est au niveau de l'ADN. Et puis, après l'ADN, il y a des étapes de transcription en ARN messager. Je vais y aller tout doucement, on va revoir ces étapes, hein. Et puis de l'ARN, on passe à la protéine, et à la protéine, à la fonction de la protéine dans les mitochondries. Et chaque étape est donc potentiellement une cible thérapeutique, et c'est ce qui est représenté par les carrés en blanc. Vous voyez, on va les revoir encore une fois, hein, des médicaments qui pourraient diminuer l'hétérochromatine, des médicaments qui pourraient amplifier le passage de l'ADN à l'ARN, et puis bien entendu apporter la protéine complète, et puis bien entendu ce qui se passe après, des cibles qui se passent dans la mitochondrie, parce qu'on va le voir, la mitochondrie, on va dire de base avec le déficit en frataxine, eh bien, se met à dysfonctionner progressivement au fur et à mesure du temps qui passe. Avec, on va le revoir, hein, mais c'est déjà sur cette diapositive qui résume la chose, des anomalies du métabolisme du fer, et comme une forme de surcharge en fer,
au niveau de la mitochondrie. C'est pour ça qu'il y a eu des essais thérapeutiques et ça continue avec des perspectives de diminuer la surcharge en fer de ces mitochondries. Comme les mitochondries sont les sites de synthèse, de fabrication de l'énergie cellulaire, eh bien des molécules qui pourraient aider à cette synthèse d'énergie cellulaire. Et puis, les mitochondries sont aussi un endroit où il peut s'accumuler des produits de déchets de fonctionnement cellulaire ou de dysfonctionnement cellulaire. Ce sont les molécules dites du stress oxydatif, c'est ce que vous avez en bas à droite. Et c'est en fait le nouveau médicament qui sort, que vous voyez en premier, Omaveloxolone, donc le premier de la liste du carré blanc en bas à droite. C'est un objectif de réduction du stress oxydatif dont on va reparler puisqu'on parle de cible des médicaments. Mais puisque ce schéma est à la fois complet mais complexe, je souhaitais, pour que tout le monde soit au clair sur le sujet, revenir en amont de tout ça et aborder certains détails. Alors, si la diapo d'avant, d'après veut bien passer, je ne sais pas pourquoi ça passe pas. Voilà, donc cette figure est extraite du papier qu'on a vu passer. Alors, si on revient à la cellule de base, ça c'est une cellule qui est coupée comme une tranche comme une orange en deux. On voit en violet le 1, c'est le noyau. Le noyau qui, chez les humains, a une membrane qui est individualisée dans la cellule. Et puis, il y a plusieurs organismes auxquels je ne vais pas revenir, mais vous voyez que le 9, c'est la mitochondrie. Alors, il y a ces mitochondries au pluriel, hein. En général, on représente schématiquement les organites un par un, donc les aimants cellulaires un par un, mais il y a plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de mitochondries par cellule. Donc, il ne faut pas imaginer que c'est une centrale nucléaire par cellule, c'est plusieurs centrales nucléaires par cellule. Si on fait un grossissement de cette mitochondrie, en fait, la grande particularité, c'est que la mitochondrie a son propre ADN, son propre système de multiplication. Ça laisse entendre que, et donc, c'est quelque chose qui vit, entre guillemets, indépendamment de la cellule elle-même, qui a un processus bien entendu, de régulation qui dépend de la cellule, mais elle est capable de vie entre guillemets autonome, puisqu'elle a son propre matériel génétique. Et, euh, et associé à ça, donc l'autre particularité, c'est d'avoir comme les cellules d'ailleurs, une double couche, une double membrane interne et externe, qui entre guillemets sont bien entendu des membranes d'échange et qui posent un problème de pharmacologie quand on s'intéresse à un médicament qui devrait aller dans la mitochondrie. Il faut trouver un système qui traverse ces deux membranes propres à la mitochondrie. Alors, à titre d'information, hein, c'est très général, euh, les caractéristiques de la mitochondrie rappellent pour ceux qui ont fait de la biologie et peut-être de la microbiologie, ça ressemble beaucoup à des bactéries très anciennes. Et effectivement, il est imaginé en fait que mitochondrie et nos cellules sont deux cellules différentes en fait qui vivent ensemble en parfaite symbiose, chacune profitant de l'autre. Et ce qu'on peut retenir, c'est un peu l'image que j'ai cliquée sur le net, une centrale nucléaire, c'est le Tricastin à bord du Rhône. C'est globalement, c'est bien entendu, on sait tous, l'endroit où se fabrique l'énergie cellulaire. J'ai entendu un bruit, il y avait une question. Non, Il y avait une question? non, je pense pas, Non? Pierre-Marie. Non, je pense pas qu'il y avait une Excuse-moi, donc question. je continue. Merci. Excusez-moi. Alors, il est évident, il faut vraiment avoir ça en tête en permanence. C'est une diapositive que j'ai déjà utilisée lors de nos différentes interventions, que physiologiquement, chaque étape de la vie cellulaire a des amplificateurs et des inhibiteurs. Amplificateur que vous imaginez comme une flèche, et puis inhibiteur en bas, que vous imaginez comme
un triangle à base dirigé vers la molécule en question. Et que la physiologie, c'est l'interaction entre deux composés A et B qui vont donner un composé C ayant d'autres caractéristiques physico-chimiques et un autre pouvoir de fonction au bout du compte. Alors, si je dis ça, c'est parce que, bien entendu, euh, il faut l'imaginer quand on intervient avec un médicament, on vient perturber cet équilibre. Il s'agit bien d'un équilibre, et c'est un équilibre qui est dynamique, hein, les choses varient dans le temps, c'est pas du tout une ligne plate, c'est une ligne avec des accidents. Le médicament vient perturber ces chemins physiologiques ça explique et les effets bénéfiques et potentiellement les effets délétères d'un médicament qu'on introduit dans l'organisme. Alors, je vous l'ai dit, c'est très très fluide, hein. C'est-à-dire que les taux des composés A, B et C varient dans le temps et aussi selon l'affinité d'un nouveau médicament qu'on introduirait dans l'organisme pour l'un ou l'autre composé. Vous imaginez bien que si vous avez un médicament qui intervient, qui inhibe ou qui active, la liaison qu'il a avec le composé en question va être plus ou moins bonne qualité. Et à ce moment-là, dans le temps, on voit des variations de concentration des différents composés. Alors, je dis schéma de membrane cellulaire parce que je crois qu'on l'a tous un peu appris à l'école, enfin, il me semble, je me trompe, mais quand on montre un schéma, on a tendance à juste titre, hein, d'ailleurs, c'est ça qu'on les utilise, à fixer des idées. Et je pense qu'il faut justement pas imaginer que c'est fixe tout ça, c'est extrêmement dynamique. Et il y a des gens qui sont intéressés à microfilmer, si je puis dire, les mouvements cellulaires. Et c'est d'une extrême plasticité, c'est une extrême rapidité de fonction. Et il faut imaginer que tout ça est extrêmement dépendant de l'énergie produite. Donc on peut imaginer que quand on a un défaut d'énergie, on a un défaut de fonction assez rapidement qui s'installe. Alors si on revient à la question posée par l'intervention. Oui, alors excusez-moi, la membrane plasmique que vous voyez, c'est vraiment l'image, le schéma absolument classique de la bicouche lipidique fait de phospholipides. Alors les phospholipides ont pour particularité d'avoir des, ces extrémités jaunes en forme de sphère qui sont en fait hydrophiles, donc compatibles avec la présence d'eau. Et puis, vous voyez que les deux tiges qui se ressemblent et qui forment la bicouche lipidique, c'est une partie qui est hydrophobe et qui colle entre elles. C'est des parties lipidiques vraies qui collent entre elles, qui sont insolubles. Donc, ça donne une structure relativement euh, qui se structure bien dans de l'eau. Et vous savez que 70% du corps, c'est de l'eau. Et puis, comme il ne faut pas que ça soit imperméable, eh bien, il y a des protéines qui traversent cette bicouche lipidique et des protéines qui sont en forme de chenal, en forme de tuyau, qui permettent des échanges entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule. Donc, il y a des protéines structurales, il y a des protéines d'échange, il y a des protéines fonctionnelles et des protéines qui servent de récepteurs à des molécules qui se baladent en surface. Et c'est pour ça qu'on voit par exemple les chaînes carbohydratées sont des glycoprotéines qui sont souvent des protéines réceptrices en fait de messages venant à la cellule. Mais ce que je voulais dire, c'est que tout ça est extrêmement dynamique. On a un schéma, bien entendu, qui est en deux dimensions et qui est fixe, mais il faut imaginer, entre guillemets, un véritable tourbillon, un peu comme la vague que je vous ai mis en photo à droite sur cette diapositive. Alors, si on revient au problème, entre guillemets, enfin, c'est pas un problème, pas entre guillemets, c'est vraiment un problème de l'AFA et du problème génétique. Eh bien, donc on a un ADN qui contient des séquences GA supplémentaires en excès, et il y a lieu de penser que ces séquences supplémentaires participent à un excès d'hétérochromatine. L'hétérochromatine, en fait, c'est l'ADN, tel qu'on le connaît avec la double hélice qui est dessinée en haut à droite.
cet ADN est enroulé, est super enroulé autour de protéines qu'on appelle les histones, hein, donc c'est le schéma en haut à gauche. Et cet hyper-enroulement autour des histones, il est sans doute euh, très maintenu euh, dans la maladie qui nous concerne. Et il y a l'idée de faciliter la libération de l'ADN de ces histones, de ces protéines nucléaires, pour en faciliter la lecture par l'ARN polymérase. Il n'y a pas de possibilité pour l'ARN polymérase de transformer l'ADN en ARN puis en protéines si l'ADN reste collé aux histones. Alors, il y a toute une part de la pharmacologie cancérologie qui s'est intéressée à cette part de la génétique humaine et le nicotinamide dans ses intérêts potentiels dans la maladie de Friedreich, aurait cet intérêt de diminuer l'hétérochromatine, de libérer de l'ADN pour en faire de l'ARN puis de la protéine. Et la protéine nous intéresse, la maladie de Friedreich, qui est la frataxine. Donc ça, le schéma en haut à gauche, il est vraiment, vraiment important puisque c'est l'étape initiale de synthèse de protéines, c'est de libérer l'ADN des histones, qui sont les protéines nucléaires qui est enroulé la molécule d'ADN. Une fois que l'ADN est libéré des histones, qu'il est en partie déroulé, il est plus accessible à l'ARN polymérase qui transforme l'ADN. Donc ça, c'est le petit schéma en haut à droite, la transformation de l'ADN en ARN, et puis ensuite de l'ARN vers la protéine. Mais pour transformer l'ADN en ARN, il n'y a pas que l'ARN polymérase, donc une enzyme qui viendrait dupliquer les brins d'ADN. Il y a tout un ensemble d'autres protéines, qu'on appelle des promoteurs, qui viennent aider l'ARN polymérase à faire les bonnes copies au bon endroit et la bonne longueur pour transformer tout ça en ARN messager. Et ces promoteurs, au bout du compte, euh, sont aussi des cibles potentiellement thérapeutiques. Et on va voir que le nouveau médicament va aider à la promotion des bonnes protéines qui peuvent nous intéresser dans le Friedrich. Et puis, une fois qu'on a l'ARN messager construit, l'ARN messager peut être encore modifié. Et c'est ce qu'on appelle des régulations épigénétiques. Et là aussi, il y a matière à trouver des cibles thérapeutiques dans la maladie qui nous concerne. Donc, vous voyez que si on parle que de matériel génétique, chaque étape, depuis l'ADN natif, on ne peut pas faire de copie collée aux histones, jusqu'à l'ARN messager qui va être modifié. Il y a des cibles thérapeutiques potentielles pour la maladie qui nous concerne. Marie, il y a Fabrice qui voulait poser une question, je crois. Ouais. Oui, je pensais que, est-ce qu'on est obligé de dérouler dans la partie qui est autour d'un histone, ou est-ce que l'histone pouvait justement être maintenu pour comprimer la zone en fait erratique de Friedreich, c'est-à-dire l'expansion GAA qui perturbe le codage? Est-ce qu'il n'y a pas des histones ou des projets de garder ces histones autour de la partie de l'expansion GA qui est anormale? Alors, je n'ai pas compris ça. Il y a un projet thérapeutique qui est plus qu'un projet d'ailleurs, parce que c'est en cours, qui est de bypasser la zone où il y a les extensions de GAA répétées, en fait, puisque c'est une zone répétitive, en fait. Et ça, effectivement, il y a une évaluation thérapeutique en cours. Quand même qu'on est en phase 2, je regarde Patricia, mais je crois bien qu'on est en phase 2. Mais c'est pas avec l'idée c'est pas avec l'idée de rester sur l'histone, de bypasser la difficulté d'un ADN fixé sur l'histone. Il faut être débarrassé de l'histone pour que l'ARN polymérase vienne transformer le brin d'ADN libéré en ARN messager. D'accord. Je sais pas si je réponds à la question. Si, je pensais qu'il y avait dans notre histoire
où on dit, enfin, je pensais que l'histone était conservé partiellement pour des zones que le corps voyait comme erratiques et qu'il pouvait quand même transcrire de l'ADN en ARN malgré la présence d'histone. Mais je comprends par ton propos qu'il faut dérouler tout ce qui est sur l'histone pour pouvoir passer de Oui, l'ADN à l'ARN. oui. Le dernier schéma sur cette diapositive en bas à droite, alors il faudrait l'agrandir, et puis de toute façon, vous pouvez tous se retrouver, tous les schémas-là, excusez-moi de le dire comme ça, je les ai piqués sur Internet, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de sciences facilement accessibles sur Internet, et tant mieux. C'est pour faire comprendre en fait ce schéma en bas à droite, c'est un complexe multiprotéique. Et bien entendu, quand vous rapprochez, je caricature à peine, à une centaine de protéines entre elles, il faut de la place. Or, sur le plan stéréotaxique, comme on dit en biologie, vous n'arriverez pas à rapprocher une centaine de protéines s'il y en a encore plein de grosses comme les histones qui viennent gêner de manière spatio-temporelle ce complexe de démarrage de la transcription. Donc il faut en fait libérer l'ARN. En tout cas, de ce que j'en ai pu compris, il faut libérer l'ADN de son histone pour pouvoir démarrer, entre guillemets, avec une complète efficience, le travail de l'ARN polymérase et du complexe qui est associé. Merci. Alors, ça, c'est l'aspect biologie cellulaire, l'aspect génétique. Il y a des aspects pharmacologiques qu'il faut avoir en tête avant j'ai envie de dire, d'aller plus loin. Et bien entendu, on vit une époque de chimie entre guillemets fine, hein. En tout cas, c'est comme ça que c'est écrit dans les articles. Les aspects structuraux des cibles dans leur constitution primaire en acides aminés, en sucre, etc., est connu. Et la structure tridimensionnelle des molécules est connue. Et donc, si vous imaginez une cible comme ça, une suite de triangles, de losanges, peu importe, ben, vous pouvez avoir un premier médicament que vous avez dessiné qui est comme ça. Vous pouvez avoir, alors, soit que c'est un inhibiteur, soit que c'est un activateur, peu importe. Vous imaginez que ça puisse marcher. Mais si vous êtes encore meilleur en chimie fine et vous faites un autre médicament, vous pouvez imaginer que celui-là, puisqu'il est plus collé, eh bien, il soit plus fonctionnement actif, puisque la part euh, d'interaction entre les deux molécules, la cible et le médicament, est beaucoup plus forte. Alors ça, c'est une réalité. Alors, pour ma part, je travaille un petit peu dans le domaine de l'antibiothérapie, et ça a été parfaitement décrit par de l'activité antimicrobienne importante ou moins importante, et directement liée à cette affinité, comme on dit, pour un médicament pour sa cible. Donc, bien entendu, quand on est au début d'une nouvelle ère thérapeutique, d'une nouvelle famille thérapeutique, on peut être plutôt dans la situation du médicament numéro un. On l'a designé comme on pouvait, on a un effet, on l'exploite au plan thérapeutique. Et puis derrière, l'aspect pharmacologique précis a été repensé et on a dans la même famille de médicaments, de nouveaux produits qui apparaissent qui sont à la fois plus efficaces et peut-être mieux tolérés. Donc je pense qu'il faut vraiment avoir ça en tête et ça explique un certain nombre de choses entre les premiers médicaments qui sortent dans une nouvelle classe thérapeutique et puis les plus récents. Alors parfois il n'y a pas de grosses différences, parfois il y a de vraies bonnes différences. Et puis bien entendu, concernant la maladie dont on parle aujourd'hui, il est vraiment important de considérer ce qu'on appelle la pharmacocinétique, c'est-à-dire que le médicament doit se retrouver au bon endroit. J'ai déjà évoqué pour l'aspect cellulaire, il doit se retrouver dans la cellule, et dans la cellule, il doit se retrouver dans la mitochondrie si on parle de quelque chose qui vient remplacer la frataxine, ou quelque chose qui vient remplacer, ou plutôt, pardon, aider à corriger les défauts liés au manque de frataxine. Et c'est le cas Skyclarys, qui est maintenant disponible depuis peu. Alors, il faut remettre ça dans le contexte de la maladie, et si on ne fait pas que des deux organes les plus largement touchés
d'anomalies de Friedreich qui sont le système nerveux, alors central avec le cervelet, mais aussi périphérique avec les nerfs, donc schéma en haut à gauche et à droite. Il y a aussi le cœur, qui est malheureusement fréquemment touché dans la maladie. Et il faut imaginer donc que la cible, le médicament va chercher sa cible dans ces différents organes. Alors, c'est plutôt simple pour le cœur, je caricature un peu. C'est plus compliqué pour le cerveau, parce que vous le savez sans doute, le cerveau a une enveloppe particulière qui le protège, ce qui veut dire que cette barrière ne fait pas rentrer tout et n'importe quoi, et tant mieux à l'échelle intracérébrale. Enfin, et c'est ce qu'on appelle la barrière hématoménagée, et qui est à bien des égards imperméable à un certain nombre de médicaments. Alors, il y a des médicaments qui sont connus pour bien diffuser dedans, il y a des médicaments qui sont connus pour pas du tout diffuser dedans, et bien entendu que ça compte en termes d'efficacité thérapeutique ou non. Alors, je fais une parenthèse qui ne concerne pas la cible des médicaments, mais si on dit que il y a deux organes très privilégiés touchés dans le déficit en frataxine, alors que la frataxine concerne toutes les cellules du corps, ça veut dire aussi que l'anomalie génétique qui conduit au déficit quantitatif en frataxine n'a pas la même capacité d'expression, où les tissus ne souffrent pas souffrent différemment selon les tissus en fait. C'est-à-dire qu'en fait, le tissu nerveux et le tissu cardiaque sont les deux premiers à souffrir de cette carence de frataxine. Ça suggère, je reviens à ma première ou ma deuxième diapositive, que les inhibiteurs et activateurs et régulateurs de la voie physiologique de la frataxine ne sont pas les mêmes au niveau du cerveau, au niveau du cœur, qu'au niveau des autres organes comme le foie ou les reins, puisqu'il y a 2 organes sur 30, c'est juste une image, qui sont en grande souffrance. Donc ça veut dire que les régulations physiologiques sont différentes dans les autres organes. Je caricature un peu, mais on a lu au sein du CA, il y a quelques semaines en arrière, des travaux qui montrent qu'effectivement, les activateurs et inhibiteurs se trouvent modifiés, soit qu'on se trouve dans le cœur ou soit qu'on se trouve dans le tissu cérébral. Donc je retombe sur cette voie physiologique, hein. Donc vous avez à gauche la cellule qui ne fait pas assez de frataxine, c'est pour ça que le mot frataxine en rouge est écrit en petit. Et la première idée, puisqu'on sait que c'est ça le problème initial, le problème princeps de la maladie, c'est la carence quantitative en frataxine, eh bien, on va appeler traitement étiologique, traitement de la cause, tout ce qui va permettre une augmentation, d'une manière ou d'une autre, de la présence ou de la synthèse de frataxine. Soit on l'apporte, avec la difficulté de l'apporter jusqu'à la mitochondrie, soit on s'arrange pour que, malgré les anomalies génétiques, eh bien, il y ait une synthèse qui soit accrue. Donc ça c'est ce qu'on appelle les traitements étiologiques, qui étaient donc sur la partie gauche du premier schéma qu'on a vu. Et donc cette frataxine se lie à des protéines mitochondriales, peu importe l'ensemble des protéines qui interviennent. Et on a 3 conséquences du déficit en frataxine. C'est, comme on l'a déjà dit, un défaut de synthèse d'énergie cellulaire qu'on appelle l'ATP. On a une augmentation des... alors, c'est ROS en anglais, je vous l'ai écrit en bas de la diapositive, pour Reactive Oxygen Species, ou dit en français, des espèces réactives de l'oxygène. Ils sont globalement des produits de dégradation liés à notre respiration et des produits qui doivent être éliminés parce qu'ils sont toxiques. Et puis, de manière très complexe, dans ce qu'on appelle le cycle de Krebs, qui aboutit à la synthèse de l'ATP, on a des groupements fer-soufre qui jouent un rôle très important et qui sont en fait quantitativement et je crois qualitativement diminués par la carence en frataxine. Qui explique d'ailleurs, pour une part, la surcharge en fer ou les anomalies du métabolisme du fer dans la mitochondrie.
Alors, il y a plusieurs travaux, et pas des moindres, dans le modèle animal, dans le modèle cellulaire, qui ont montré que l'excès de ROS, donc on est sur la partie droite de la diapositive, l'excès d'espèces réactives d'oxygène, pour le dire en français, eh bien, sont en grande partie responsables des effets néfastes observés biologiquement ou cliniquement. Or, ces ROS, quand ils sont en excès, et ils sont en permanence, comme je vous l'ai dit, tout ça est produit en permanence dans une vie cellulaire normale, il y a des voies d'élimination de ces produits toxiques issus de la respiration cellulaire. Eh bien, la grande voie bien connue des biologistes pour éliminer ces ROS, c'est NFR2, que je vous ai mis comme un format d'inhibiteur des ROS, donc le triangle vert, NFR2. NRF2, pardon, je vous ai mis à l'envers. Enfin, je sais pas, je le fais à l'envers. C'est pas grave. Alors, ce qui a été constaté par les chercheurs dans le domaine de Weiss Friedrich, c'est que malheureusement, le facteur d'inhibition des dégâts liés au ROS, des dégâts cellulaires, mitochondriaux et cellulaires liés au ROS, eh bien, en fait, il est altéré, c'est une voie de signalisation inhibitrice qui est altérée dans l'AF. Alors, NRF2, c'est une protéine qui tient sous sa coupe tout un ensemble de protéines qui vont inhiber justement l'effet délétère des ROS. C'est ce qu'on voit sur ce schéma. Donc vous avez NRF2 qui est sur votre gauche et on voit tous les facteurs qui vont se conjuguer pour activer la voie NRF2. Donc c'est ceux qui sont en arc de cercle sur votre gauche. Et vous voyez, vous avez un inhibiteur en bas qui s'appelle KEAP1, enfin KEAP1 pour le dire en français. On voit que ce n'est pas une flèche, mais un tiret au bout, donc c'est un inhibiteur de NRF2. Et quand NRF2 n'est pas inhibé, eh bien, il permet la mise en cascade au niveau génétique de toute une synthèse de protéines qui va protéger les cellules et les mitochondries de l'excès de ROS. Et là, c'est un autre schéma, là aussi, que vous pourriez trouver sur le net, hein, sans aucune difficulté, j'invente rien. Vous avez, ça c'est physiologique, hein, quand les ROS sont produits en excès, KEAP1 est libéré, ou libère plutôt NRF2. Et NRF2 vient comme agent de promotion synthétiser, faire synthétiser de l'ADN vers l'ARN puis en protéines, des éléments qui vont protéger la cellule et la mitochondrie de ces fameux ROS. Donc le point, on va dire, central de l'affaire, c'est qu'est-ce qu'on peut faire quand NRF2 est un peu bloqué chez les patients, eh bien, c'est de faire en sorte que KEAP1 soit maîtrisé, soit pas bloqué sur NRF2, ou donner un équivalent de NRF2 libre qui ne serait pas bloqué par KEAP1. Hein, il y a deux possibilités en thérapeutique, c'est ou vous vous débarrassez de l'inhibiteur, ou vous remplacez la molécule elle-même. Vous donnez du NRF2. Alors, l'avantage de se débarrasser de l'inhibiteur, c'est qu'en théorie, vous libérez la molécule naturelle. Parce que donner en plus, alors c'est plus logique en théorie, en tout cas c'est comme ça qu'on apprend ça en pharmacologie, c'est plus logique que donner un équivalent de NRF2 qui pourrait lui activer la voie de synthèse de KEAP1, donc majorer l'effet inhibiteur. Je ne sais pas si je suis clair. Hein, dans le couple KEAP1-NRF2, si on veut bypasser l'inhibition de NRF2 par KEAP1, il y a soit on donne plein de NRF2, soit on donne un médicament qui coupe KEAP1. Mais si on coupe KEAP1, il peut y avoir une activation de la synthèse de KEAP1. Bref, j'avance. Donc, voilà, dans cette idée de réduction du stress oxydatif lié à l'abondance de ROS,
Il a donc activé la voie NRF2 et le premier médicament disponible, eh bien, c'est le Skyclarys, dont le nom pharmacologique, ce qu'on appelle la dénomination commune internationale, la DCI, et l'omaveloxolone. Alors, vous avez trois autres molécules en dessous. Vous avez le sulforaphane. Bon, il y a des travaux in vitro d'un modèle animal qui sont assez intéressants. Et en fait, le sulforaphane, c'est tout un ensemble aussi de produits biochimiques qui sont la cible de la protéine NRF2. Donc, on se situe en fait en aval sur le chemin physiologique de la voie NRF2. À titre d'information, le sulforaphane, vous l'avez vendu en, je sais pas, je vais faire de la pub pour les ventes de produits bio, hein, mais il y a les extraits de brocoli, les extraits de choux de Bruxelles qui contiennent beaucoup de sulforaphane et qui sont vendus comme des molécules anti-stress cellulaire. Vous avez l'anglitazone qui est, pardon, l'ériglitazone qui est globalement une famille d'antidiabétiques qui existe depuis une dizaine d'années, dont on s'est aperçu pour des raisons d'action aussi biochimiques, est capable de participer à la réduction du stress oxydatif. Et puis, vous avez le diméthylfumarate, qui est une molécule utilisée dans une autre maladie, neurologique, auto-immune, donc un autre mécanisme qui est la sclérose en plaques. Alors, vatiquinone et puis le dernier que je ne connais pas particulièrement sont des molécules qui sont en développement aussi pour réduire le stress oxydatif. Alors, Patricia, qui est à côté de moi, me dit, mais alors, où agit l'idébénone, puisque c'est quand même un médicament qui était largement donné. Et l'idébénone, pour l'essentiel, intervient dans certaines étapes du cycle de Krebs, donc le cycle biochimique qui amène la mitochondrie à synthétiser l'ATP, l'ATP étant l'énergie cellulaire. Donc on est sur des cibles différentes. L'idébénone n'est pas sur la réduction du stress, il est plutôt sur l'amélioration de la synthèse d'énergie par la cellule. Alors, c'était une bonne question qu'avait Patricia, parce que quand vous écoutez nos savants sur ce sujet-là, j'ai envie de dire, tous s'accordent en attendant un médicament qui transforme les patients, qui rétablit au bout du compte synthèse de frataxine ou qui donne un taux de frataxine proche des sujets normaux. Tous s'accordent pour dire que les perturbations sont telles qu'il faudrait des combinaisons de traitements pour améliorer très franchement l'état général des patients. Maurice, Alors, je crois que Fabrice, c'est une oui, autre question. Ouais. C'est ça, Fabrice? Ouais. Oui, oui, j'avais une question par rapport à ces autres substances là. Donc, on voit qu'il y a eu des tests cliniques avec le premier. Et est-ce qu'il y a eu des tests cliniques sur ceux qui sont énumérés là pour Friedreich? Parce que là, tu oui, disais qu'il y a certains oui, qui étaient du domaine du complément alimentaire. oui. Et est-ce qu'il y a eu des études cliniques qui ont montré ou l'efficacité ou l'inactivité de ces compléments alimentaires dans le Friedreich? Oui, alors sulforaphane, il n'y a pas de données cliniques scientifiques. Euh, Bien entendu que vous allez trouver dans la littérature. Je vais y venir après, hein. Il y a une manière de voir ce qui est publié sur un sujet et d'avoir tout, y compris ce qui est publié dans des journaux qui sont très proches de la feuille de chou locale, en fait, hein, du journal local ou régional. J'ai rien contre les journaux régionaux, c'est pas mon sujet. Voilà, de piètre qualité, on va dire. Et il faut savoir faire le tri entre un journal qui publie sans restringement sur les critères de qualité scientifique et puis les journaux qui, effectivement, ont pignon sur rue, qui sont, en théorie, en tout cas, capables de démêler le bon grain du mauvais grain. Alors, par contre, Est-ce que pour j'avais posé une question lors de mon inscription oui, pour le NRF2, je ne sais pas si vous l'avez eu.
ma nutritionniste qui est très branchée sur ces productions et ces enfin, d'amélioration du NRF2 m'avait préconisé du pyroquinéloïne, quinone, c'est le PQQ, qui permettait d'augmenter la dose de NRF2. Enfin, c'était une des 2 pistes qu'elle m'a données et je voulais savoir si vous aviez, vu, des actions dans la littérature par rapport à ce produit? Alors, moi, quand j'ai découvert l'intérêt potentiel des sulforaphanes, j'ai fait un gros coup de bibliographie sur tout ça. Et il y a une foultitude de molécules de phytothérapie qui sont citées pour amplifier la voie NRF2. Mais pour répondre aux questions, est-ce qu'il y a des résultats? Alors, ça demande, je n'ai pas du tout la prétention d'avoir été exhaustif dans cette recherche, hein, parce que c'est veut dire passer des heures et des heures à lire de droite et de gauche. Mais très sincèrement, euh, de ce que j'ai vu, j'ai pas vu de choses scientifiques montrant que de la phytothérapie axée sur la voie d'amplification NRF2 soit bénéfique chez les patients. Comme je l'ai évoqué, il y a beaucoup de maladies, si on sort de la FA, il y a beaucoup de maladies qui s'accompagnent d'excès de ROS. D'ailleurs, globalement, toutes les maladies évoluées, je caricature à peine, peuvent s'accompagner d'un excès de ROS. Et c'est beaucoup, beaucoup travaillé. Et globalement, dans la plupart de ces maladies, enfin, dans toutes ces maladies, ça a fait chou blanc. Il n'y a pas d'émergence vraie d'un médicament ayant transformé le pronostic des patients quand on travaille que sur cette voie-là. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Par contre, alors dans sulforaphane, à ma connaissance, de données scientifiques cliniques, il n'y a pas. Par contre, pour le troisième, les glitazones, il y a une équipe de renom, et dont le découvreur du gène, enfin, un de ceux qui a découvert le gène, qui anime des webinaires scientifiques avec l'AF, je vais le citer, c'est Massimo Pandolfo. Ils ont publié sur un de ces médicaments-là qui donnait dans le diabète, avec un essai. Alors, il y avait des données in vitro et des données in vivo, donc chez quelques patients. Et il semblait qu'il y avait effectivement une petite activité clinique décelable. Mais c'était sur un court laps de temps, et c'était autant une évaluation de la toxicité que de l'efficacité. Donc, on ne peut pas conclure formellement, bien entendu. Mais c'est un travail de 2022, donc relativement récent, et je ne serais pas étonné qu'on voit apparaître un travail plus approfondi avec ce genre de molécules. Alors, alors, si on parle de diméthylfumarate, il faut aussi imaginer que les perspectives thérapeutiques sont d'autant plus mises en œuvre, explorées, que on a une idée de la tolérance. Et il y a certains médicaments pour lesquels on a 20 ou 30 ans d'expérience, et on sait qu'on pourrait assez facilement, potentiellement, les réaxer sur une autre indication si on montre que c'est bénéfique dans l'AF. Et je dis ça pour le diméthylfumarate, qui a une indication dans la sclérose en plaques. Il est plutôt connu pour être un médicament mal toléré. Alors, comme dans la sclérose en plaques, c'est donné pour quelques temps, ben, c'est une chose. Dans l'AF, il faut le considérer au long cours. Et donc, il est quand même difficile d'imaginer qu'on s'embarque sur l'évaluation d'un traitement mal toléré sur quelques mois, alors on aurait une perspective de donner plusieurs années. Alors, à propos je vais essayer de chercher une donnée de la littérature scientifique ou médico-scientifique. On parle de lecture critique d'articles, ou du coup dans tout ça. Bien, je vous montre alors c'est une diapositive que j'ai prise à Cécilia, hein, qui fait partie du groupe recherche, et qui est comment on fait en pratique et comment font tous les chercheurs du monde entier, en fait, hein, pour trouver une information scientifique, entre guillemets, digne de ce nom. Il y a plusieurs sources bibliographiques, mais la principale est de très 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 loin, moi depuis que je fais de la médecine, c'est-à-dire 35 ans malheureusement, c'était beaucoup. C'est l'agence américaine qui a constitué PubMed pour publication médicale.
Donc, quand vous faites PubMed sur Internet, vous tombez sur ce genre de page et en haut, dans le carré blanc en haut, vous écrivez les mots-clés que vous voulez. Donc, alors, je ne sais pas comment a fait ça, Cécilia, mais ça doit monter à quelques mois en arrière. Vous voyez, quand elle écrivait Friedrich Ataxia, alors effectivement, c'est en anglo-saxon, hein, eh bien, elle avait 3800 références avec l'étalement dans le temps des différentes références. Et si vous voyez monter brutalement les références à partir de la fin du XXe, c'est parce que, le XXe siècle, c'est parce que c'est un peu avant la fin du XXe siècle qu'on a découvert le gène. Et à partir du moment où on découvre le gène, il y a bien entendu beaucoup plus de facilité à essayer de travailler sur la physiopathologie de la maladie. Et donc, ça fait exploser le nombre de publications scientifiques. Donc ça, c'est PubMed que tout le monde fait. Et demain, s'il y a un papier d'évaluation, une nouvelle thérapeutique dans le Friedreich qui sort, il sera référencé dans PubMed. Et par exemple, là j'ai fait une autre impression d'écran, toujours avec PubMed, hein, et on savait l'intérêt potentiel de l'OMF sur le plan pharmacocinétique, pharmacodynamique. Donc, c'est les fameux paramètres dont je vous ai parlé d'affinité entre le médicament et sa cible. Dès 2019, vous voyez, c'est une revue complète faite par des pharmaciens sur ces propriétés de l'omaveloxolone en termes de je rentre dans une cellule, je vais me coller à la cible et combien de temps ça dure. Donc, c'est ce qu'on appelle la pharmacocinétique et la pharmacodynamique d'un médicament. Donc, vous voyez, c'est 2019, c'est avant la publication des données cliniques, puisque bien entendu, les données pharmacologiques doivent être établies dans les toutes premières phases de développement d'un nouveau médicament. Mais ça aussi, bien entendu, puisque PubMed, c'est toute la science, hein, c'est la science fondamentale, la science pharmacologique, la science biochimique, la médecine. Vous trouvez tout ce que vous voulez pour que vous mettiez les bons mots-clés. Et donc, pour terminer, hein, je vais m'arrêter là presque, vous avez en ligne sur PubMed, en tout cas assez facilement accessible, l'article original du travail évaluant l'efficacité et la sécurité de l'OMF dans la taxi de Friedrich, qui est l'étude Princeps ayant mené à l'AMM, en tout cas l'autorisation d'utilisation qu'on connaît, l'ATU qu'on connaît en France actuellement, bien entendu l'AMM aux États-Unis. Alors, c'est pas la seule, hein. Il y a eu une extension d'études. Peu importe, le fait est que dans tout, pour toutes les molécules qui arrivent sur le marché en France ou ailleurs, de toute façon, vous savez que tout ça est extrêmement homogénéisé, hein, en tout cas dans la partie occidentale du monde. Il y a une étude Princeps qui a démontré ou pas l'efficacité des médicaments et sur lesquels s'appuient bien entendu les dossiers d'AMM. Et c'est ça qu'il faut lire quand on veut s'intéresser au fait qu'est-ce que donne un médicament. Et donc, la LCA, la lecture critique d'articles, comme je l'ai dit initialement, Madeleine, groupe recherche, a dit finalement le bon terme, c'est l'explication de texte. C'est vraiment important. Pourquoi c'est important? Parce que la médecine n'est pas une science exacte. C'est vraiment pas une science d'ailleurs. Pourquoi c'est pas une science? Parce que, a priori, une science, c'est quand vous avez les mêmes conditions expérimentales, quand vous faites A plus B, eh bien, vous avez toujours C. Quand le A et le B sont en bonne proportion, au bon moment, etc., dans les bonnes conditions de chaleur et d'humidité. Vous avez toujours C. Mais en fait, le A plus B, en fait, c'est le tube à essai. Or, le tube à essai en médecine, c'est le patient et il n'y a pas plus variable que le patient. Donc, la médecine, ce n'est pas une science exacte. Ça va assez loin, hein. C'est pour ça qu'en médecine, vous pouvez très bien déroger à une règle, à un consensus établi, pour peu, bien entendu, que vous l'expliquiez. Pourquoi vous n'appliquez pas la règle établie et que c'est au plan judiciaire tout à fait entendu, parce que le patient est il est unique. Et ça légitimise le médecin à pouvoir adapter sa prise en charge clinique et thérapeutique
au patient en question et pas faire la même chose pour 100% des patients, parce que bien entendu, les patients, pour diverses raisons, peuvent varier de l'un à l'autre. Et ce qui est valable pour 80% des patients peut être non valable pour 20% des autres. Donc la médecine n'est pas une science. À partir du moment où vous avez admis que ce n'est pas une science, l'évaluation thérapeutique ne peut se faire que par comparaison de groupes de patients comparables. Identiques, ce n'est pas possible, mais comparables. Et c'est un vrai problème méthodologique de trouver les patients comparables. L'exemple de la AF est une caricature de ça, puisque, vous le savez comme moi, il y a des facteurs de variation d'évolution de la maladie. Le fait que ça arrive tôt, c'est pas bon. Le fait d'avoir beaucoup de GAA, c'est pas bon, etc., etc. Néanmoins, même quand on a des caractéristiques assez similaires, eh bien, de démarrage tôt de la maladie et de nombre de GA, eh bien, vous avez ceux qui ont plutôt une expression cardiaque de la maladie et ceux qui ont plutôt une expression neurologique de la maladie. Donc, il est important de prendre en compte ces facteurs de variation, ce qu'on appelle des facteurs de risque, pour établir des groupes de patients homogènes. On fait des comparaisons entre deux groupes de patients, deux ou plus, mais usuellement c'est deux, pour affirmer que le nouveau médicament est associé, sans lien avec le hasard, est associé statistiquement à un effet observé, favorable ou défavorable. Donc on comprend bien que les deux groupes qui sont le plus semblables possible, un va avoir un nouveau médicament et l'autre va avoir ou un médicament de référence s'il existe, ou un placebo s'il n'y a pas de médicament de référence. Ce qui a été le cas avec l'OMEV, c'était versus placebo. C'est-à-dire, en gros, une capsule de sucre. Je caricature à peine. Et il n'y a rien de pire que de penser qu'une relation statistique, ça prouve quelque chose. C'est juste que il y a une association avec un effet observé qui n'est pas lié au hasard, c'est ça l'analyse statistique, mais ce n'est pas un lien de cause à effet, ce n'est pas mécanique. Ce n'est pas parce que l'OMEV améliorait la fonction neurologique que l'OMEV fait bien ce qu'on a pensé sur la voie NRF2 et la diminution des ROS. C'est le plus vraisemblable, mais ce n'est pas sûr. Et ce n'est pas sûr non plus que ce soit cette diminution des ROS qui soit réellement en lien avec l'amélioration, puisqu'on a vu que quand on introduisait un inhibiteur ou un activateur dans une voie métabolique, il y a toute une modification de ces mêmes activateurs et inhibiteurs. Et bien entendu que la valeur de la relation statistique positive ou négative, elle repose sur la comparabilité, ça j'ai déjà dit, des deux groupes constitués. Les groupes sont hétérogènes, vous risquez de louper, enfin, s'il y a un petit peu d'hétérogénéité, vous risquez de louper l'effet bénéfique. Et puis bien entendu, plus ils sont très comparables, bien comparables, plus en théorie, un effet mineur s'observe. Alors, l'effet bénéfique, il faut qu'il soit défini. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement important. Il faut qu'avant de commencer le travail, on ait dit comment on va évaluer le bénéfice attendu. C'est ce qu'on appelle les critères de jugement. Alors, c'est vraiment important parce que les critères de jugement, aussi bizarre que ça puisse paraître, ils peuvent être en fait inadaptés à la question posée. Ils peuvent être ou trop importants, et dans ce cas-là, on ne voit pas l'effet apparaître, ou trop lax, trop facile à obtenir, et donc à ce moment-là, on trouve du bénéfice au médicament là où il y en a en fait pas réellement. Donc les critères de jugement sont vraiment importants. Je peux vous dire que dans mon domaine qui est le mien, il y a même des critères de jugement qui ont été pris qui sont faux. Donc quand on lit le papier, on se dit mais là, il raconte n'importe quoi, on peut le mettre à la poubelle, mais il est passé quand même. Bon, peu importe. Donc les critères de jugement, comment on dit que le médicament ou la prise en charge est la bonne, sont vraiment une lecture attentive pour être sûr qu'il répond bien à la question qui est posée par le travail.
Après, pour ce qui est, on a vu que le travail sur l'OMF, c'est sécurité et efficacité, ou efficacité, sécurité, peu importe. Là, c'est plus facile puisque de longue date, il y a des définitions internationales de classification des effets secondaires des médicaments. Et en force des portes ouvertes, vous imaginez bien qu'un médicament qui entraîne une hospitalisation ou un médicament qui, du fait d'un effet secondaire ou un médicament qui entraîne le décès du patient, eh bien, c'est des événements graves et qui vont compter énormément et, bien entendu, très souvent arrêter le développement d'une molécule. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on peut voir, bien entendu, dans les études animales précliniques. Donc, tout ça est bien entendu bien connu, classé, et c'est plus facile. Néanmoins, il faut les rechercher, hein, comme on a défini les effets secondaires. Bien entendu, il faut les rechercher et puis rapporter ça aux classifications internationales. Alors, si je dis ça, c'est juste, je terminerai là-dessus, hein, c'est une appréciation personnelle et c'est réellement mon dernier commentaire, après je m'arrête. Dans l'OMEP, vous avez vu peut-être que la possibilité d'hépatite médicamenteuse liée à la prescription, eh bien, quand vous regardez les niveaux d'atteinte hépatique, c'est vraiment tout à fait mineur. L'augmentation des transaminases, c'est quelque chose que on voit beaucoup, avec beaucoup de médicaments, et ce qui est observé avec le MEV, de mon point de vue, est franchement mineur, et c'est pas ça qui devrait, entre guillemets, nous inquiéter. Bien entendu, sans perdre de vue que ce sont des médicaments qui vont être donnés en théorie au long cours, et c'est un élément de savoir qu'on peut avoir une hépatite ou de quelques semaines ou quelques jours de traitement. C'est une autre de savoir que le traitement va donner une hépatite des hépatites médicamenteuses sur 20 ans. Bien entendu, la question n'est pas la même. Mais si on ne regarde que l'augmentation de transaminase de 40 à 80, je peux vous dire que c'est rien au regard d'hépatite virale chronique ou d'autres problèmes hépatiques où des gens vivent pendant des années avec 400 transaminases, donc 10 fois la normale. Bah, je referme la parenthèse, c'est juste une appréciation pour vous dire que en termes de sécurité des médicaments, il y a des choses qui statistiquement apparaissent avec un médicament, mais il faut savoir relativiser et la classification internationale des effets secondaires des médicaments permet de relativiser. Voilà, merci de votre écoute. Merci beaucoup, Pierre-Marie. C'était top. On peut Merci pour la préparation, voilà, la vitesse avec laquelle tu as expliqué, ouais, tu as expliqué tout ça. Donc, peut-être deux rappels. Donc, le prochain, Café Visio, enfin, pas Café Visio, mais oui, c'est ça, sur l'étude MOXIE, qui sera aussi décortiquée donc, par Patricia et Pierre-Marie le 12. Et puis, peut-être un dernier message aussi que je voulais vous faire passer, si vous ne vous êtes pas encore inscrit pour aller à Nouan, ne tardez pas trop si vous avez l'intention d'y aller parce qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de monde qui s'inscrit, notamment pour les, donc il y a de la place, hein, mais notamment pour les personnes en fauteuil. N'hésitez pas à vous rapprocher. C'est toi, Claudine, hein, qui reçoit tout ça, et puis Isabelle. Donc il y a, Ouais, alors je peux vous ah, dire qu'il ne reste plus qu'une seule chambre au CRG. ah, voilà. Donc notamment ceux qui sont en fauteuil, voilà, ne tardez pas trop. Voilà. Merci Isabelle. Très bien, ben, merci encore beaucoup.